Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous du samedi midi en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles dont nous accueillons le rédacteur en chef, Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane Simon. Jean-Marie Bordry est Bonjour avec Stéphane. moi également, la voix des matinales de Sud Radio, le week-end. Et puis Adrien Pelletier, expert en communication. Bonjour Adrien. Et Johanna Rosenblum que nous accueillons aujourd'hui. Nous sommes ravis de la voir, psychologue, clinicienne qu'on retrouve aussi avec plaisir sur BFM TV. Aujourd'hui, nous allons parler du violeur de la Sambre, une affaire hors du commun où pendant 30 ans, un homme, Dino Scala, bien sous tout rapport, technicien de maintenance la semaine, entraîneur de football le week-end, ami des gendarmes, a pu sévir et violer des dizaines de femmes dans le nord de la France, sur les bords de la Sambre pour être précis, mais aussi en Belgique. Une affaire jugée en juillet 2022 où Dino Scala a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Une affaire enfin qui a rebondi il y a quelques jours où on a appris que de nouvelles accusations pèsent désormais sur lui, de nouvelles accusations que Dino Scala nie en bloc. Pour l'instant, nous y reviendrons avec son avocate Margot Mathieu que nous accueillerons tout à l'heure. Je vais vous d'abord faire un petit tour de table et j'aimerais que chacun nous dise pourquoi cette affaire est tout à fait hors du commun. Johanna. Sur le papier, ce qui est hors du commun, c'est ces 30 ans d'errance, 30 ans d'impunité, ces témoignages, 56 témoignages qui se succèdent de femmes victimes qui ne sont pas entendues, des témoignages et des procédures qui ne sont pas recoupées par les OPJ et la défaillance collective, le déni collectif. Mais finalement, plus on y pense, moins c'est surprenant au regard de ces dernières années avec les Pellico, les Le Squarnec, les Fourniret. On se rend compte qu'il y a vraiment une matrice qui se répète, une impunité qui est en marche et des victimes qui peinent à être entendues. Adrien Pelletier, vous, ça vous inspire quoi cette affaire en particulier ? Ça m'inspire l'impression effectivement que c'est une sorte d'éternel retour. Toutes les décennies, il y a comme ça cette espèce de serial violeur, serial killer, dont on a toute une séquence médiatique qui revient par à coup, avec différents rebondissements. Victor Lefebvre, cette affaire est exceptionnelle. Pourquoi, selon vous ? Oui, elle a l'air du commun, peut-être aussi dans la manière dont elle a été peut-être sous-estimée, sous-évaluée. Il s'agit non pas d'un tueur en série, mais d'un violeur en série. Donc les crimes ont commencé, vous l'avez dit, dans les années 80, et peut-être effectivement que le profil de Dino Scala a été passé sous les radars pour cette raison. Et puis l'ampleur de ces crimes donne le vertige, tout simplement, puisqu'on n'imagine pas que ce soit possible d'en commettre autant aussi longtemps à l'insu de tout le monde. Absolument. Mais si vous le voulez bien, revenons sur les faits. C'est d'ailleurs Victor Lefebvre qui nous fait le récit de cette affaire hors du commun. Dino Scala, reconnu coupable de 54 viols. Par un froid matin d'hiver du mois de février 2018, un quinquagénaire rondelé et dégarni prend sa voiture comme chaque jour pour aller au travail. Il se dirige vers l'usine de Gemont où il est mécanicien depuis quelques années. Que se passe-t-il dans sa tête à ce moment-là ? Il décide soudainement de faire un petit détour sur son trajet habituel et passe par la gare d'Erqueline, en Belgique. Sur le quai, il croise la route d'une jeune fille âgée de 17 ans. Le prédateur a repéré sa proie. Les caméras de surveillance de la gare captent la scène. L'homme attrape l'adolescente par derrière et commence à l'étrangler. Ce n'est pas la première fois qu'il commet un tel geste. Le mécanisme est bien rodé, il a toujours échappé aux autorités. Sauf que cette fois-ci, les choses tournent mal. Sa victime parvient à défaire l'étau, court à toute force en direction d'une station de bus située quelques mètres plus loin. Sidérée, elle alerte les passants, qui s'empressent à leur tour de prévenir la police. L'agresseur est parvenu à s'échapper, mais les enquêteurs agissent vite et bien. Les plaques d'immatriculation de plusieurs véhicules sont relevées. Parmi ces derniers, une Peugeot 206 grise dont le propriétaire est un certain Dino Scala, un homme de 57 ans, marié, père de famille, qui n'avait aucune raison valable de se trouver là, à ce moment-là. Le 25 février 2018, l'homme est interpellé devant son pavillon familial de Pont-sur-Sambre, un petit village situé dans le nord de la France. Les forces de l'ordre découvrent à son domicile et dans sa voiture des cordelettes, des couteaux. Placé en détention, Scala avoue tout. Il reconnaît avoir commis plus de 50 viols et agressions sexuelles au cours des 30 dernières années. Reste cette question lancinante, cruelle. Comment un violeur multirécidiviste a-t-il pu passer sous les radars et commettre un tel nombre de crimes en toute impunité pendant toutes ces années ? À l'annonce de son arrestation, tout le monde tombe des nues. Dino Scala, décrit comme un homme très attachant, proche des gens, attentionné, papa poule avec ses enfants, gendre attentif, n'a rien du profil du violeur en série. Père de 5 enfants issus de 2 unions différentes, jeune grand-père, il est par ailleurs passionné de football et cumule les fonctions d'entraîneur et de président du club de football de Berlaymont dans les années 2000, puis de Pont-sur-Sambre de 2011 à 2015.
Les psychiatres qui l'examinent ne détectent aucune pathologie mentale, mais relèvent tout de même cette caractéristique bien particulière. L'homme semble moins tirer sa jouissance dans l'acte sexuel en tant que tel que dans la domination d'autrui. Dino Scala a par ailleurs organisé toute sa vie autour de ses crimes, dans un procédé parfaitement rodé et ritualisé. Ainsi qu'il l'explique lui-même aux enquêteurs, il chasse ses proies, des joggeuses le plus souvent, à la même période de l'année, de septembre jusqu'à fin mai. Il repère d'abord ses victimes, les observe pendant leur trajet du matin durant quelques jours, avant de passer à l'acte. Les victimes âgées de 13 à 48 ans sont le plus souvent agressées à l'aube, en hiver, généralement sur la voie publique, sur la route de l'usine de Gemont Électrique où Scala embauche tôt. Le mode opératoire ne varie jamais. Le visage masqué, Dino Scala saisit les femmes par derrière, les étrangle avec l'avant-bras ou à l'aide d'un lien, avant de les traîner à l'écart. Puis il les menace avec son opinel avant de les agresser sexuellement ou de les violer. Enfin, il les presse de compter, le temps pour lui de fuir les lieux du crime sans être inquiété. Le terrain de chasse imputé au violeur de la Sambre s'étend dans un rayon de 30 km environ, autour de cette rivière qui traverse la frontière franco-belge. La traque du violeur de la Sambre, qui a longtemps terrorisé la région, reste un échec cuisant pour les policiers français et belges. Si l'affaire a mis si longtemps avant d'être bouclée, c'est avant tout parce que les différents témoignages des victimes n'ont jamais été recoupés. Les commissariats locaux n'ont jamais pris la peine de mettre en commun les éléments qu'ils avaient accumulés. Ce n'est qu'à l'aube de l'an 2000 que l'analyse des traces ADN laissées par Dino Scala sur 2 de ses victimes permet d'établir qu'un seul auteur se cache derrière ces différentes affaires. Mais l'individu auquel appartient l'échantillon n'est pas renseigné dans les fichiers de la police. Impossible donc de l'identifier formellement. De leur côté, les enquêteurs français optent pour une autre stratégie. Plutôt que de lancer un appel à témoins, ils préfèrent ne pas divulguer d'informations au public afin d'éviter que l'affaire ne soit polluée par de faux témoignages. Par une fuite dans la presse, un profil est donné. Type européen, brun, taille moyenne. Mais les enquêteurs ont beau réaliser un travail de fourmi pour recouper la trace du suspect, rien n'y fait. Dino Scala leur échappe toujours. La traque tourne à vide jusqu'à l'agression manquée d'Herculine. Aux enquêteurs, Scala confie en vouloir aux femmes et s'être toujours senti insuffisamment reconnu, éternel second, dans sa vie professionnelle comme intime. Le 10 juin 2022, le procès du violeur de la Sambre, comme le surnomme désormais la presse, s'ouvre devant la cour d'assises du Nord. Dino Scala est inculpé pour 17 viols, 12 tentatives de viol ainsi que 27 agressions sexuelles ou tentatives pour un total de 56 victimes, faisant de lui le plus grand violeur en série français connu à ce jour. Il est condamné le 1er juillet 2022 à 20 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle. Après avoir alterné aveux et dénégation, Scala a finalement consenti à présenter ses excuses aux victimes. Le 15 mai dernier, Dino Scala est mis en examen pour 13 faits supplémentaires de violences sexuelles, dont un viol, lesquels auraient été commis entre 1986 et 2009. Une chose est sûre, le violeur de la Sambre n'a pas fini de faire parler de lui. Merci Victor Lefebvre pour ce récit circonstancié. Johanna Rosenblum, c'est un parcours qui sidère, véritablement. Je pense qu'on est encore surpris, mais c'est parce que ce qui est sidérant, c'est que la société n'arrive pas à comprendre qu'un prédateur, c'est pas forcément quelqu'un qui agit la nuit avec un imperméable, qui est un addict, quelqu'un d'étrange, de marginalisé. On n'arrive pas à comprendre que les prédateurs, c'est nos voisins, nos pères, nos oncles, nos amis, nos entraîneurs de sport. Et tant qu'on comprendra pas que ces prédateurs, finalement, ils n'ont pas de profil type, et je pense que le procès Mazan nous a prouvé ça, tant qu'on n'entendra pas toutes les femmes qui parlent et tant qu'on ne les croira pas, on sera toujours surpris de découvrir les choses. Et le fait d'être surpris aussi, ça permet d'être dans le déni. Ça permet de justifier le fait que pendant des années, on puisse avoir des soupçons, on puisse s'imaginer, on puisse se douter de quelque chose sans avoir à dénoncer, à prendre la parole, à aller voir la police. Absolument. Dans un instant, nous allons revenir sur cette incroyable affaire, qui est vraiment d'ailleurs Dino Scala, le portrait de ce violeur en série. Et puis, on va se demander comment, pendant 30 ans, il n'a pas pu être inquiété. Pourquoi autant d'impunité? C'est tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles dont nous accueillons le rédacteur en chef Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane. Rebonjour Jean-Marie Bordry, toujours avec nous également. Johanna Rosenblum est avec nous, psychologue, clinicienne qu'on retrouve sur BFM dans l'affaire suivante, n'est-ce pas, avec Dominique Rizet. Exactement. Bonjour Stéphane. Rebonjour. Et puis Adrien Pelletier, notre expert en communication. Dans un instant, nous rejoindrons maître Margot Mathieu, qui est avocate de Dino Scala, auteur de Sambre, l'autre rive aux éditions Michalon, coécrit avec Plana Radenovic, journaliste. Mais vous l'avez compris, nous revenons sur l'affaire du violeur de la Sambre, un violeur en série, Dino Scala, qui a sévi pendant près de 30 ans dans le nord de la France, 54 viols, 56 disent d'autres sources, pour lequel il a été reconnu coupable, commis pendant 30 ans et pour lesquels il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en juillet 2022. Mais ce qui intrigue par-dessus tout, c'est ce profil très particulier de Dino Scala. Johanna, c'est un homme qui n'a pourtant pas de dédoublement de personnalité. Oui, complètement. De ce que disent les expertises psychiatriques, il n'y a pas de délire, pas d'hallucination, pas de bouffée délirante. Il y a un clivage de la personnalité qui est classique chez ces prédateurs-là parce qu'ils sont à la fois des personnes très insérées, très banales et à la fois des prédateurs sexuels. Mais de ce qui a été retenu des expertises, il semblerait que ça soit une personnalité perverse avec une personnalité narcissique qui le pousse à aller jusqu'au bout de ses désirs, de ses pulsions, sans que cela ne puisse susciter aucune empathie de sa part. Alors sa vie de famille, elle est parfaitement normale en apparence, hein. Et ses pulsions, il les assouvit en général tôt le matin sur le chemin du travail, ce qui est assez singulier. On sait aujourd'hui que, comme vous le rappeliez Victor, il repère à l'avance ses proies parmi celles qui ont un rituel le matin, un jogging, des courses, toujours la même etc. période de l'année, entre septembre, avril, mai. L'hiver, il profite de l'hiver. Absolument. Et le rituel du passage à l'acte, il se précipite derrière elles, les étouffe avec des liens jusqu'à leur faire perdre connaissance. Puis après, il les emmène, il les entraîne vers le bas-côté, notamment à l'abri de la route, à l'abri des regards et le plus souvent le long de la Sambre. Ce rituel, est-ce qu'on peut considérer que c'est une signature ? C'est complètement sa signature, c'est sa marque de fabrique, comme vous le disiez. Il agit dans la pénombre, donc le matin très tôt, le soir, toujours en attrapant ses victimes par l'arrière, en les étranglant. Il les caresse souvent au niveau de la poitrine. On sent qu'il a un rituel comme ça d'assouvissement de son plaisir et de ses pulsions. C'est sa signature et malgré tout, les quelques différences qui ont pu être notées entre les témoignages étaient des différences selon la police suffisante pour ne pas trouver qu'il y avait ce rituel et ce procédé, ce scénario qui se met en route à chaque fois. Donc à la fois, nous, avec le recul, on voit bien qu'il y a un procédé qui se répète à chaque fois, mais au moment des faits, la police peine quand même à voir qu'il y a cette habitude et cette signature dans la prédation des victimes. Oui, parce que ça paraît incroyable, hein. On a vraiment l'impression que c'est très très ritualisé, et pour autant, il y a eu tellement d'années où aucun rapprochement n'est fait entre ces viols. Devant le juge, d'ailleurs, Dino Scala va reconnaître qu'avant de passer à l'acte, il se sent comme un chasseur, il se sent comme un prédateur. Il y a chez lui, une sorte d'excitation irrépressible. Est-ce que c'est un homme frustré à la maison ? Est-ce que ça veut dire ça ou pas du tout ? Non, il faut absolument pas dire ça parce que si on pense comme ça, on considère que les agresseurs agressent parce qu'ils ont des désirs sexuels. En fait, il n'y a rien de l'ordre de la sexualité, de l'amour et du désir là-dedans, c'est uniquement de la prédation et de la domination. Donc il n'y a aucun lien à faire avec sa vie privée, les frustrations qu'il pourrait avoir et qui seraient les siennes, c'est de la prédation et de la violence pure et dure. Alors Adrien, cette affaire a inspiré une série télévisée. On parlait des enquêteurs et des difficultés qu'ils ont eues, les gendarmes, à faire le lien entre toutes ces affaires qui pourtant se ressemblent. Et d'ailleurs, cette série n'est pas tendre avec les gendarmes, hein. On voit qu'ils sont portraiturés comme étant vraiment peu à leur avantage, on va dire. Oui, vous faites allusion effectivement à l'aveuglement et la naïveté avec lesquels ils sont dépeints, c'est vrai, ce qui a pu susciter quelques critiques en ligne, mais il faut rappeler d'abord qu'il s'agit d'une libre adaptation de l'affaire,
C'est une fiction, les noms ne sont pas les mêmes d'ailleurs, bien que ce soit très largement inspiré de l'affaire. Mais il faut rappeler aussi que les défaillances dans l'enquête sont réelles. Elles ont été reconnues par un certain nombre de fonctionnaires et donc elles sont volontairement accentuées sans doute pour les rendre manifestes. Et d'ailleurs, interrogé il y a peu dans La Voix du Nord sur la crédibilité de la série, le bourgmestre d'Erquelin en Belgique, qui a été la dernière ville où Dino Scala a commis sa dernière agression, reconnaît lui-même le réalisme avec lequel les manquements ont été menés. Donc il y a une réalité derrière tout ça quand même. Alors cette affaire, elle a inspiré une série qui a été très remarquée. Quelle empreinte est-ce qu'elle a laissé, cette série ? Comme on le disait, donc, cette série c'est une fiction. Elle a été diffusée donc en 2023, 4 ans après l'arrestation de Dino Scala et la révélation des faits. Elle est réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, qui est coutumier de ce genre d'adaptation, d'inspiration, d'affaires criminelles. Mais cette dernière a absolument cartonné en France, où les critiques et le public ont salué unanimement cette manière de saisir, comme on le disait tout à l'heure, la part de Monsieur Tout-le-Monde qu'il y a même chez les pires criminels, qui peuvent parfois être au-dessus de tout soupçon malgré les évidences certaines. Et cet aspect très commun qu'elle dévoile a permis à la série d'apporter une résonance à l'affaire au-delà même de la France, outre-Manche, où la BBC a acquis les droits de diffusion, aux États-Unis aussi, où Los Angeles l'a primé, et elle a permis aussi effectivement, elle a médiatisé, elle a boosté la médiatisation de l'affaire qui était déjà en cours, et on le voit aujourd'hui avec ces nouvelles révélations, ces nouvelles affaires qui ont multiplié par 30 l'audience de l'affaire donc depuis la diffusion, et qui là en quelques jours ont donné peut-être plus de 300 papiers dans les médias. Donc il y a un intérêt qui est successif à la série. Alors on peut s'interroger quand même sur le rôle des médias. Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans la résolution de cette affaire ? Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'aider une enquête ? Alors, dans cette enquête, en l'occurrence, les médias ont été moins bavards, puisque les enquêteurs français avaient choisi de ne pas communiquer. Ils n'ont pas communiqué d'informations. C'est d'ailleurs très intriguant, hein. Même le portrait robot, c'est une fuite qui va le révéler. Leur parti pris, c'était de dire qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient éviter les faux témoignages et éviter les articles trop nombreux qui auraient pu mettre sur la piste le violeur en série et donc le mettre aux abois. Mais effectivement, ça a été très reproché. Et d'ailleurs, la communication par les enquêteurs aurait pu peut-être permettre de l'appréhender plus tôt. Ce violeur de la Sambre, comme il l'appelait durant des années, à travers plus de 1000 procès-verbaux, et ce nom-là a été rendu médiatique qu'en 2018, il a été rendu public à son arrestation. Ils auraient pu peut-être l'arrêter plus tôt si les portraits robots, comme vous dites, avaient été diffusés, parce que l'un s'est avéré très ressemblant, et leurs confrères belges, eux, ont choisi justement de communiquer ce portrait robot en 2011. Et ce choix stratégique est d'autant plus dommage que, on le sait, beaucoup de médiatisation d'affaires en cours ont permis leur résolution. Ça a été le cas de grands scandales politiques, comme chacun sait, mais aussi d'affaires criminelles. On pense notamment à John List, cet homme qui avait tué toute sa famille il y a 35 ans aux États-Unis, qui avait refait sa vie et qui a été confondu par ses voisins 18 ans après son crime parce que son portrait robot avait été diffusé à la télévision. Donc c'est parfois utile de faire confiance aussi aux médias pour relayer certaines affaires. Johanna, vous avez vu cette série, vous l'avez suivie ? Non, je l'ai pas vue. Vous l'avez pas vue ? On m'en a beaucoup parlé. Ouais, elle est effectivement assez réaliste. Vous l'avez vue ? Oui, je l'ai vue. C'est vrai qu'elle est très réussie, même ne serait-ce que visuellement, et l'interprétation est excellente. Donc, succès mérité. Alors, dans un instant, on va se demander avec son avocate si ces nouvelles affaires peuvent être, lui être imputées, encore une fois, 16 nouvelles affaires. Mais là, pour le coup, on se demande comment de nouvelles accusations comme ça remontent à la surface. Est-ce que c'est pas quelque chose de commode aussi dans des affaires criminelles, une fois qu'on a un suspect sous les verrous qui plus est a reconnu l'essentiel de ces faits? Est-ce que la justice n'a pas un peu tendance à vouloir, solutionner par là un certain nombre d'autres affaires? J'imagine que du côté de la justice et des enquêteurs, il doit y avoir une sacrée pression, et même du côté des familles, à trouver une réponse, une issue au drame qui leur est arrivé. Mais vous savez, quand il y a des témoignages aussi comme ça qui tombent, c'est aussi une autorisation pour des victimes qui sont restées dans l'ombre, qui sont restées empêtrées dans leur amnésie traumatique, dans leur souffrance, de prendre la parole. Les victimes, elles ont été vraiment malmenées dans l'enquête de Dino Scala. Il y a des victimes, leur agression sexuelle a été passée pour vol de sac à main, pour tentative de cambriolage. C'est hyper violent. Et encore maintenant, quand vous voyez 20 ans de prison pour Dino Scala, pour 56 victimes, ça veut dire qu'une victime pèse 4 mois dans la condamnation de Dino Scala. Et en France, on ne peut pas ajouter les peines les unes aux autres. Oui, ça c'est très important de
de bien le souligner, c'est-à-dire que même s'il reconnaissait 16 nouvelles affaires, là, il ne serait pas condamné à nouveau. Alors je sais pas, enfin, je sais pas cumulatif, on pourra le demander tout à l'heure à son avocate. Oui, il faudra lui demander comment ça se passe, mais tout ça pour vous dire que c'est extrêmement dissuasif pour les victimes. Il faut savoir que Dino Scala a avoué, il semblerait qu'il suive son parcours psychiatrique et psychologique avec volonté en prison. On verra ce qui se passe par la suite pour lui, mais les victimes, elles sont victimes à vie. C'est la Civise a réussi à chiffrer le coût total des prises en charge en santé pour des victimes d'agression et de viol. C'est 9 milliards par an. C'est-à-dire des soins psychiatriques, psychologiques, des difficultés à vivre au quotidien, des troubles du comportement alimentaire, des symptômes anxio-dépressifs. Elles auront toute leur vie à faire avec. Donc, des victimes qui parlent des décennies après, parce qu'elles trouvent le courage, parce qu'elles sortent progressivement de l'amnésie traumatique, c'est à souligner et c'est extrêmement courageux et elles ouvrent la voie aussi aux prochaines. Mais ce que vous nous expliquez, c'est que la justice, quand elle est rendue à travers un procès plus ou moins médiatique et une série, une médiatisation importante, ça peut délier des langues. Ça, c'est important. Oui, ça, c'est sûr que ça donne la possibilité à d'autres victimes de parler. La chose qu'on a appris, en fait, c'est que ça ne soigne jamais. Ça ne guérit jamais. Toutes les victimes vous le diront. Il y a beaucoup d'attentes pour ces procès. Ces procès, ils sont essentiels. C'est formidable quand ils ne sont pas faits à huis clos parce qu'encore une fois, on brise une forme d'impunité et d'indulgence à l'égard des prédateurs. Mais c'est pas un traitement, c'est pas un honneur qu'on fait aux victimes parce que ça ne les guérit pas, ça ne les soigne pas quoi qu'il arrive, on leur rend juste justice. Alors, dans un instant, on va retrouver, je vous le disais, maître Margot Mathieu, l'avocate de Dino Scala. On va lui demander ce qu'il faut penser de ces nouveaux faits, qui sont pas tous caractérisés de viol. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles et de tentatives de viol. Toutes ces nouvelles accusations sont-elles fondées? On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire sur Sud Radio entre midi et 13h, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Avec moi aujourd'hui, Johanna Rosenblum, bonjour d'être là. Bonjour merci Stéphane. d'être là, pardon. Psychologue clinicienne. Avec moi également Victor Lefebvre, rédacteur en chef d'Affaires criminelles. Jean-Marie Bordry. Bonjour Stéphane. Et Adrien Pelletier, notre expert en communication. Alors, nous sommes rejoints par maître Margot Mathieu, qui est l'avocate de Dino Scala et qui est également auteur du livre Sambre, l'autre rive aux éditions Michalon, un livre qu'elle a coécrit avec Plana Radenovic, qui est journaliste. Bonjour maître, vous m'entendez ? Bonjour, je vous entends très bien, merci. Parfait. Nous le rappelions, Dino Scala a pu sévir pendant 30 ans dans le nord de la France et de l'autre côté de la frontière, en Belgique. C'est tout à fait incroyable. On peut se demander ce qu'a fait la justice pendant si longtemps. On aimerait avoir votre avis sur la question. Alors effectivement, c'est un homme qui est coupable de très nombreuses infractions pénales en matière sexuelle. C'est quelqu'un qui a commis et qui a reconnu une quarantaine d'agressions commises dans la région sur une période qui était très longue. Et c'est quelqu'un qui, quand il a été arrêté, quand il a été interpellé, a tout de suite reconnu cette quarantaine de faits commis de manière spontanée et sans la présence d'un avocat. Donc c'est quelqu'un qui s'est tout de suite ouvert par rapport à la gravité de la situation, à la gravité des faits qu'il avait commis. Oui. Alors, vous dites en gros quand même que les victimes dans cette affaire ont été traitées avec un grand mépris pendant 30 ans par des enquêteurs locaux qu'on va dire assez limités pour rester polis. Tout à fait. En fait, ce qui m'a choqué le plus à la lecture du dossier, c'est l'absence de moyens mis pour essayer de trouver les responsables de toutes ces agressions. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui un certain nombre d'agressions qui ont été analysées, mais il y en a en réalité plein d'autres qui ont été analysées dans le cadre de cette affaire, qui était une instruction extrêmement ample. Et en réalité, ça a permis de faire ressurgir l'existence de très nombreux agresseurs sexuels dans cette région, mais également partout en fait. Et j'ai trouvé que le manque de sérieux avec lequel ces suspects avaient été interrogés, confrontés, était extrêmement irrespectueux à l'égard des victimes. C'est quelque chose qui, je pense, a choqué tout le monde lors du procès. Maître, on a beaucoup parlé de défaillance manifeste dans l'enquête. Mais ce qu'il ne faut pas reconnaître, et c'est encore plus grave, qu'il y a une défaillance manifeste dans plus de 50 enquêtes différentes, puisqu'on n'a pas réussi à les recouper à chaque fois, alors même qu'il aurait fallu pouvoir le faire. Mais en fait, c'est pas 50, et là, ce sont des milliers d'enquêtes où les services de police ont été complètement défaillants. Et ce que je regrette, c'est qu'en réalité, en matière de violence sexuelle, encore aujourd'hui, il y a un manque de sérieux dans le traitement
des plaintes. Il y a un manque de sérieux qui perdure aujourd'hui. Ça se manifeste comment ? Concrètement, quand une victime vient porter plainte pour le genre d'agression qu'a pu commettre Dino Scala, voire de viol, qu'est-ce qui vous fait dire que leur parole n'est pas accueillie de manière sérieuse ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, quand on est avocat, on est parfois du côté de la défense, mais aussi parfois du côté des parties civiles. C'est mon cas en tout cas. Et je relève que quand j'accompagne des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, très souvent, c'est un parcours des combattants pour elles. C'est-à-dire que la plainte, souvent, elles ne sont même pas informées du traitement de leur plainte. Est-ce que oui ou non la plainte est classée ? Est-ce que oui ou non elle est traitée ? Est-ce que oui ou non le suspect, quand il y en a un, a été entendu ? Il y a très peu d'informations. Donc, je pense qu'il y a déjà cette première énorme difficulté-là pour les victimes. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut se battre procéduralement, ce qui n'est pas normal. En fait, il devrait y avoir des investigations de manière beaucoup plus fluide en matière de violence sexuelle, et c'est vrai que ce n'est pas le cas. Alors, maître, la première fois que vous avez rencontré votre client, Dino Scala, il était déjà en détention. Vous lui avez parlé très franchement et vous lui avez dit, sans ménagement, qu'il représentait le pire cauchemar pour une femme. Pour autant, il ne vous a d'abord pas récusé. Et puis, vous avez pu constater qu'il avait été très coopératif avec la justice. Et on a envie de vous demander, qu'est-ce que vous a appris tout ce chemin fait à ses côtés, et en particulier le procès de juillet 2022 sur Dino Scala? Alors c'est vrai que quand on rencontre pour la première fois un client, puisque ça s'est fait dans un cadre de détention. Quand j'ai rencontré Dino Scala, il avait déjà été arrêté, il avait déjà avoué les faits qu'il a commis. Et quand je l'ai rencontré, évidemment, je lui ai dit ce que je pensais, et j'ai été étonnée par le fait déjà qu'il comprenne ce que j'ai essayé de lui expliquer, et surtout qu'il me dise mais j'ai conscience de la gravité de tout cela. J'ai compris aussi qu'il avait mis en place un suivi psychiatrique dès son arrestation, et en réalité c'est quelque chose qui devrait être mis en œuvre de manière absolument systématique en matière de violence sexuelle et en matière de violence, je dirais, envers les femmes. C'est important quand une personne est incarcérée pour des faits de violence commis envers les femmes. Pour moi, ça me paraît fondamental d'aider cet homme, mais dans l'intérêt de la société, à comprendre les mécanismes de violence, à comprendre les raisons de son passage à l'acte. Parce que il faut comprendre qu'une personne qui est détenue aura un moment la grande question de la réinsertion, c'est-à-dire dans quel contexte cette personne va être réinsérée dans notre société. C'est pour ça que je trouve fondamental, et j'ai été marquée dans le cadre du traitement du dossier de Dino Scala, j'ai été marquée par le fait que ce suivi psychiatrique ait été mis en place dès le début. J'ai trouvé ça très positif. Alors, cet homme, il est en détention, il est coopératif. Est-ce que il a eu à un moment ou à un autre conscience de la gravité de ce qu'il faisait subir à toutes ses victimes, ou c'est quelqu'un qui a, je dirais, avec le temps, pris beaucoup de confiance, d'assurance, et qui avait un sentiment d'impunité? Ça, c'est une question qui se pose. Bien sûr, c'est une question qui est effectivement très intéressante et qu'on se pose tous face à la gravité des faits qui ont été commis et à l'ampleur aussi de ces agissements. Ce qui est certain, c'est que au moment des faits, il a toujours dit qu'il n'avait aucune conscience non seulement de la gravité de ce qu'il faisait, mais surtout de l'impact que cela avait sur les victimes. Et ce qui a été vraiment un moment clé dans cette affaire judiciaire, c'est le procès. En fait, le procès, c'est un moment où cet homme a rencontré et a été confronté de manière tout à fait réelle au récit des victimes qui ont eu le courage de venir à la barre, parler de ce qu'elles avaient subi. Et ça a été un moment important pour sa prise de conscience non seulement de la gravité des faits, ce qu'il avait commencé à réaliser, mais surtout de l'impact, de la destruction, du gâchis, de la violence en fait, de tout ce qu'avaient subi les victimes. Et je pense qu'il est fondamental dans ce type de dossier où il est question de violence sexuelle que les victimes soient en mesure de dire quelles ont été les conséquences des agissements sur leur vie et sur leur personne. Maître, Dino Scala a sévi pendant extrêmement longtemps en continuant ses crimes. Est-ce que avant de se faire arrêter, il se voyait déjà comme un criminel en cavale, en liberté, ou est-ce qu'au contraire, il en avait qu'une conscience assez diffuse ?
Alors, ce que décrivent les experts psychiatres, c'est qu'il avait construit un mécanisme de clivage absolu où il y avait vraiment l'homme criminel et l'homme qui était dans sa vie de famille avec donc sa carrière, son travail, son rythme, il avait vraiment créé deux mondes. Et ce que décrivent les experts psychiatres, c'est une double personnalité, ce sont leurs termes, une double personnalité qui empêchait la prise de conscience. Et tout ça s'est réellement écroulé au moment où il a été incarcéré et mis face à ses crimes et à tous ces délits qu'il avait commis. Alors, l'étude de son passé a-t-il permis de révéler des violences intrafamiliales? Parce que souvent, dans ce genre d'affaires, sans excuser évidemment, on arrive à expliquer qu'une partie du profil du violeur, en particulier du violeur en série, vient de violences familiales subies par lui-même. Est-ce que c'est le cas dans l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, Dino Scala? En fait, ce qui a été marquant lors du procès, c'est que la première victime de violence sexuelle qui est venue témoigner n'était en réalité pas une victime de Dino Scala, mais c'était la sœur de Dino Scala qui venait parler de ce qu'elle avait subi, des viols qu'elle avait subis de la part de leur père. Et c'était la première victime parce que lors d'un procès, on étudie d'abord la personnalité de l'accusé, ce qui faisait qu'on a d'abord, avant d'entendre les personnes ayant été victimes de violences sexuelles de la part de Dino Scala, on a entendu sa sœur et un certain nombre d'autres témoins. Mais vous avez, lorsqu'elle a prononcé ces mots, lorsqu'elle a parlé de la violence sexuelle qu'elle a subie quand elle était petite, ça a été un moment terrible parce que c'est un moment où on a compris aussi l'environnement dans lequel, et l'omerta aussi de ces violences intrafamiliales, et c'était très éclairant pour comprendre effectivement la personnalité d'Dino Scala, qui lui-même s'est ouvert sur les violences qu'il avait subies de la part de son père. Alors, dans un instant, on va revenir avec vous sur l'enquête et sur les nouveaux faits. On va voir s'ils sont caractérisés et si Dino Scala pourrait être à nouveau tenu responsable de ces faits. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. En compagnie de Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles, d'Adrien Pelletier, de Jean-Marie Bordry, de nos deux invités aujourd'hui, Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Rebonjour Johanna. Bonjour. Et maître Margot Mathieu, l'avocate de Dino Scala, également auteur de Sambre, l'autre rive, aux éditions Michalon, qu'elle a coécrit avec Plana Radenovic, journaliste. Alors, vous l'avez compris, nous revenons sur l'affaire du violeur de la Sambre, un violeur en série, Dino Scala, qui a sévi pendant près de 30 ans, entre 2008 et 1988. Il y a quelques jours, de nouvelles accusations, pas moins de 16 affaires de viol, tentatives de viol, agressions sexuelles sont tombées, ont été révélées, et que la justice, on peut dire, aimerait mettre au compte de Dino Scala ces agressions. Maître Margot Mathieu, Dino Scala a de nouveau été interrogé, cette fois sur ces 16 nouveaux faits. Il avait reconnu la majeure partie des faits reprochés entre 2008 et 1988, et cette fois-ci, il nie catégoriquement les faits. Qu'est-ce qu'il faut entendre ? Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre un point crucial, c'est que ces nouveaux faits ne sont pas des nouveaux faits. C'est-à-dire que ce sont des faits qui avaient été écartés en réalité du premier dossier d'instruction. C'est-à-dire que il avait déjà été pris la décision de ne pas imputer, de ne pas tenter d'imputer ces faits à Dino Scala. Ces dossiers avaient été écartés d'ores et déjà. Il y a eu ensuite le procès, et aujourd'hui, juste donc après le procès, on essaye de revenir finalement sur cette décision en tentant d'imputer ces faits à Dino Scala. Donc il y a quand même là de nouveau, et je le critique, je ne peux que le critiquer, une incohérence judiciaire, un manque aussi je pense de sérieux, un manque les méthodes sont totalement approximatives, et c'est vrai que tout ça est extrêmement critiquable. Donc nous évidemment, nous avons été entendus par le juge d'instruction et nous avons répondu à la totalité des questions. Il a accepté de répondre à toutes les questions posées par la juge d'instruction.
Et au terme du premier interrogatoire de mon client, il a d'ores et déjà été décidé par la juge d'instruction d'écarter certains faits. Donc, l'instruction va encore durer un certain temps. On a fait des demandes d'actes. Des demandes d'actes vont être formulées là dans le courant des prochains jours. Donc, on est au début d'une nouvelle affaire, mais qui n'a rien à voir avec l'affaire qui était initialement reprochée à Dinos Scala. Alors, il y a un point de droit que l'on soulevait dans la première partie de l'émission, qui était de savoir si ces peines étaient cumulatives ou non. C'est-à-dire que s'il reconnaissait des nouveaux faits, est-ce que pour autant il pourrait être condamné à nouveau à avoir sa peine de prison allongée ou non? Mais c'est pour ça, en fait, c'est très important la question que vous posez, effectivement. Non, ça ne changerait rien parce qu'il y a ce qu'on appelle dans ces situations une confusion de peine. En fait, en France, on part du principe, le système judiciaire a été créé ainsi. À partir du moment où une personne n'a pas été condamnée, on ne peut pas faire ce qu'on appelle un cumul de sanctions. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas été arrêtée et condamnée définitivement, on ne peut pas lui reprocher et cumuler les peines comme c'est le cas par exemple aux États-Unis où chaque peine correspond à un montant, à un certain nombre d'années de prison. Au contraire, là, s'il devait être condamné au terme d'une procédure, et on n'y est pas puisque encore une fois on n'est qu'à l'ouverture d'une instruction, donc on est très très loin d'une nouvelle condamnation, mais dans l'hypothèse où il y aurait une nouvelle condamnation, il y aurait ce qu'on appelle une confusion de peine. Donc Dinos Scala n'a en réalité aucune raison de mentir puisque de toute façon il a déjà été condamné au maximum encouru pour les faits qu'il a commis. Et je rappellerai aussi que les nouveaux faits sont principalement des agressions sexuelles, donc des faits délictuels pour lesquels la peine encourue est bien moindre que 20 ans. Ouais. Ce sont des faits qui sont délictuels. Maître, vous avez dit tout à l'heure que le but de la justice était de pouvoir aussi réinsérer les condamnés après leur avoir fait purger leur peine. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme comme Dinos Scala vous paraît réinsérable, si le terme existe, dans la société une fois qu'il sera libéré et qu'il aura purgé sa peine ? Alors moi, il ne me paraît rien du tout. C'est pas à moi de déterminer cela. Moi, je suis juste avocate de la défense et ma conviction personnelle ne vous intéresse probablement pas du tout. Par contre, des experts psychiatres se sont penchés sur cette question et ont tranché véritablement en faveur, sans l'ombre d'une hésitation, d'une réinsertion tout à fait sereine et en sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de récidive dès lors que vous avez un homme qui reconnaît les faits, qui assume la gravité, qui répond aux questions, qui ressent une empathie tout à fait sincère à l'égard des victimes et surtout qui accepte la sentence, qui accepte la responsabilité pénale, qui a mis en place un suivi psychiatrique. Le risque de récidive, il est, selon les experts, j'insiste, il est nul. Il n'existe pas. Malgré tout, et vous l'avez dit vous-même quand vous l'avez vu la première fois, vous comprendrez que pour beaucoup de femmes, lorsqu'elles apprendront qu'il se retrouvera à nouveau dans la nature, bien ce sera le retour d'un cauchemar possible. Mais il ne faut pas penser que Dinos Scala est ni le premier homme accusé de violences sexuelles en série, ni le dernier qui sera condamné. Il y a d'ores et déjà des hommes qui ont commis des faits de violences sexuelles et de viols en série, qui ont purgé des peines et qui ont été réinsérés dans notre société. C'est le principe même de notre état de droit, c'est-à-dire des peines qui sont déterminées et qui permettent ensuite la réinsertion en société. Alors, vous avez de très nombreuses personnes qui ont été d'ores et déjà aujourd'hui réinsérées dans notre société sans difficulté et sans réitération des faits. Alors j'aimerais revenir sur les faits en particulier. On parlait tout à l'heure de la signature de Dinos Scala. Est-ce que dans ces nouveaux faits qu'on essaye de lui faire porter, on retrouve le même mode opératoire que celui de Dinos Scala ou c'est lointainement voisin ? Mais en fait, c'est dramatique ce que je vais vous dire et c'est là aussi très inquiétant pour tout le monde. Je peux l'entendre, pour moi la première, c'est que il y a en réalité des centaines d'hommes qui ont un mode opératoire totalement similaire à celui de Dinos Scala. C'est-à-dire que s'en prendre à des femmes de tout âge, que ce soit le matin ou le soir, voire même en journée, avec un couteau en les attrapant par derrière, c'est un mode opératoire qui est très très commun. Et au dossier, nous avons d'ailleurs, nous sommes sur le point de formuler cette demande d'acte. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que soient entendus dans ce cas-là tous les suspects qui ont un mode opératoire totalement identique à celui de Dinos Scala. Je pense qu'il faut vraiment, ne serait-ce que par respect à l'égard des victimes, dire la vérité. Et oui,
ce mode opératoire n'est pas un mode opératoire unique et non, il n'y a pas de signature criminelle dans ce dossier. D'accord. Alors, on a quand même conscience que les faits sont extrêmement graves. Est-ce que vous nous avez expliqué que Dino Scala en avait lui aussi pleinement conscience. Il est, je crois, très collaboratif avec la justice et spontanément se propose même d'être étudié. Vous nous le confirmez, avant de demander à Johanna Rosenblum si ça fait progresser les sciences criminelles, un tel acte de volontariat. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit qu'il se trouve toujours ? Alors c'est pas qu'il propose d'être étudié parce que ça pourrait paraître très égocentrique de sa part, mais c'est juste qu'il a été contacté et moi-même par différentes personnes, des personnes qui sont victimes de violences sexuelles et qui m'ont interrogé sur ce qu'on appelle la justice restaurative, qui est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire ce sont des ateliers qui se fondent sur le volontariat, qui permettent à des victimes de violences sexuelles de rencontrer des auteurs de violences sexuelles et de tenter dans un cadre vraiment très serein et encadré d'avoir un dialogue et d'essayer de comprendre, de restaurer un dialogue entre donc ces deux personnes. Et à la demande donc de plusieurs victimes de violences sexuelles, j'ai demandé à mon client s'il accepterait de participer à ce type d'atelier de justice restaurative et il a accepté. Voilà juste effectivement l'état d'esprit dans lequel il se trouve aujourd'hui. Alors, on aura de nouvelles informations sur ces affaires en cours. Dans quel calendrier, maître ? Alors c'est difficile à dire parce qu'en plus il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction, c'est-à-dire que moi je ne suis pas autorisée à parler de ce dossier qui est nouvellement en course puisque c'est très récent cet interrogatoire, donc je ne peux pas parler du calendrier à venir. Ce qui est certain c'est que on demandera évidemment à ce que des investigations sérieuses soient menées pour essayer de déterminer qui sont les auteurs de ces infractions, mais on ne va pas se mentir que hélas quand vous avez des infractions qui datent de 1990, les investigations elles auraient dû être menées spontanément à l'époque. Ouais. C'est aujourd'hui bien tard que la justice s'intéresse à ces dossiers. C'est lamentable en fait qu'elle s'intéresse si tardivement à ces victimes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, maître Margot Mathieu. Je rappelle le nom du livre également que vous avez consacré à cette affaire, Sambre, l'autre rive, aux éditions Michalon. Très bonne journée à vous. Johanna Rosenblum, on voit que c'est important, un criminel qui collabore avec la justice. Est-ce que ça fait progresser les sciences criminelles et est-ce que c'est fréquent ? Moi, je serais un peu plus timide quant à l'éventuelle collaboration de Dino Scala. Déjà par rapport à ce qui a été dit sur les expertises, comme quoi la récidive était quasiment nulle dans le cas de Dino Scala s'il était réinséré. Franchement, s'il y a bien une chose qu'on ne sait pas faire en santé, que ce soit en santé physique ou en santé mentale, c'est faire de la prévention de la récidive. On est tous incapables de savoir comment il va se comporter. Son comportement comme ça, qui semble être à l'écoute, qu'il reconnaît, qu'il suggère de participer à une justice restaurative, elle peut être aussi faite dans le but d'une remise de peine ou d'avoir une forme de rédemption. C'est pas toujours d'une sincérité absolue, c'est non, ce que vous voulez dire. Pas du tout. Et quant à la sévérité éventuelle de cette justice qui imputerait à Dino Scala les 16 nouvelles plaintes, sincèrement, comme l'a dit très bien maître Mathieu, s'il y avait une peine, elle ne s'ajouterait pas aux 20 ans déjà. Donc à qui ça profite? À personne. Les victimes n'ont aucun intérêt à accuser, à acculer un prédateur qui ne serait pas leur agresseur. Elles demandent juste justice et elles ne pourront pas prétendre à une peine supplémentaire. Donc non, on est un peu comme ça encore en train de cafouiller en criminologie en France. Je trouve qu'il y a toujours une indulgence et une permissivité énorme à l'égard des agresseurs et une remise en doute perpétuelle des victimes. On n'a rien à apprendre, on découvre rien ici. On devrait apprendre justement des pays anglo-saxons, notamment des États-Unis, qui sont largement plus en avance avec nous et qui ont des psychologues, des psychiatres spécialisés en criminologie à tous les étages de l'enquête et pas seulement à la fin quand il s'agit de faire une expertise. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire. Merci Johanna Rosenblum d'avoir apporté toutes ces nuances. On vous retrouve prochainement sur BFM avec Dominique Rizet, qu'on aime beaucoup aussi ici. Merci à tous de nous avoir
l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver Affaires criminelles sur le site affaires-criminelles.fr. Et puis, nous allons rejoindre dans un instant, comme tous les samedis, Alain Marty qui nous amène sur les routes des vins de France. Le vin qui devient de plus en plus durable et écologique. On vous montrera 2 exemples entre le Bordelais et le Sancerre. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.